Merci pour l'invitation. Je vais parler aujourd'hui du traitement standard des stades 3 non résécables. Donc, les stades 3 localement avancés représentent en fait 25 à 30% des cas. Et la plupart des stades 3 ne peuvent pas bénéficier d'une exérèse chirurgicale, soit du fait d'une extension tumorale aux organes du médiastin ou de la diffusion ganglionnaire médiastinale. Les stades 3 non résécables est un groupe très hétérogène comprenant tous les stades 3C, la majorité des stades 3B et les stades 3A avec bulky médiastin ou atteinte ganglionnaire invasive. Et la décision de la non-résicabilité du stade 3 est une décision de la RCP à laquelle doit siéger obligatoirement un chirurgien thoracique expérimenté. Donc, on va s'adresser à des patients qui sont définitivement non résécables. En fait, il y a eu beaucoup d'avancées thérapeutiques dans la prise en charge de ces stades non résécables, dont le but, c'est d'améliorer la survie, en passant par l'ajout de la chimiothérapie à la radiothérapie qui était la pierre angulaire du traitement de ces stades non résécables, et puis avec l'amélioration des techniques de la radiothérapie en 2016, on est arrivé à une survie donc presque de 60% à 2 ans. Et puis, donc, on arrive à l'essai pacifique qui constitue actuellement le standard du traitement des stades 3 non résécables. Donc, je rappelle pour les plus jeunes donc, que dans les années 90, et avec l'ajout d'une chimiothérapie à la radiothérapie, donc une chimiothérapie à base de sel de platine, il y a eu une amélioration de la survie des patients. Cette amélioration significative donc est due à une B-thérapie comprenant un sel de platine. Mais comment pourrons-nous associer la chimio à la radiothérapie? En fait, il existe plusieurs modalités d'association. Le plus simple, c'est de faire le mode séquentiel, c'est-à-dire administrer la totalité de la chimiothérapie et puis on fera la radiothérapie. Ou bien on procédera à un schéma concomitant, donc on va gagner la synergie des deux thérapeutiques administrées ensemble. Cette radiochimiothérapie concomitante peut être précédée par une chimiothérapie d'induction ou bien suivie par une chimiothérapie dite de consolidation. Donc, si on compare radiochimiothérapie concomitante versus radiochimio séquentielle, donc à travers cette méta-analyse de 6 essais randomisés, qui a démontré qu'avec le schéma concomitant, donc la courbe en jaune, il y a eu une amélioration de la survie, donc quoique modeste, donc 4,5% à 5 ans, mais significatif. Et cette amélioration de la survie a été essentiellement due à un meilleur contrôle local de la maladie, avec diminution des progressions loco-régionales. Donc c'est la courbe en rouge. Donc, on est d'accord sur la supériorité du schéma concomitant par rapport au schéma séquentiel, mais au prix donc, de l'augmentation des toxicités de la radiothérapie, essentiellement l'autodœsophagite radique, grade 3 et 4. Mais à l'époque de l'étude, la radiothérapie réalisée n'était pas celle d'aujourd'hui. Elles étaient en bidimensionnel. Donc, ce mode concomitant est à proposer donc pour les patients en bon état général
âgés de moins de 70 à 75 ans, étant donné que les patients plus âgés donc ont eu beaucoup de complications, donc avec un taux de décès important, ils n'ont pas pu compléter le traitement. Donc, quelle chimiothérapie pouvons-nous associer en même temps avec la radiothérapie? Donc, il y a eu des débats longs sur ce sujet, mais ce que l'on sait que les chimiothérapies utilisées en même temps que la radiothérapie doivent être utilisées à dose cytotoxique, c'est-à-dire comme celle administrée pour les patients de stade 4 et non pas radiosensibilisante comme on le faisait aux années 90 ou 2000, où par exemple on administrait du cisplatine tous les jours à raison de 6 mg par mètre carré par kilo, 2 heures avant chaque séance de radiothérapie. Donc il faut donner des doses cytotoxiques, quoique on est obligé dans certains cas de minimiser les doses de chimiothérapie pour minimiser les toxicités cumulées des deux thérapeutiques. Donc, quelle chimiothérapie? Ce tableau résume les principaux schémas thérapeutiques, sachant que la gemcitabine est formellement contre-indiquée en association avec la radiothérapie. Donc, le schéma le plus utilisé et qui a un meilleur rapport efficacité-tolérance est celui associant cisplatine vinorelbine. Il a l'avantage d'un meilleur rapport efficacité-tolérance. En plus, la forme orale de la vinorelbine donc donne les mêmes résultats. Le schéma carbotaxol est un schéma qui est peu toxique, qui est facile à administrer en ambulatoire, préconisé surtout pour les sujets âgés de plus de 75 ans et en cas de contre-indication au cisplatine. L'association pémétrexate de platine est une association réservée pour les non-épidermoïdes. Donc, le schéma le plus ancien est celui associant cisplatine et toposide, donc qui est le schéma de référence et qui reste encore réalisable par certaines équipes. Cependant, la toxicité est beaucoup plus importante que l'association d'un sel de platine avec les nouvelles molécules entre guillemets. Donc, le schéma docetaxel platine est un schéma largement utilisé en Asie. Donc, si on s'est mis d'accord sur la supériorité de la radiochimio concomitante, donc, est-ce qu'on peut améliorer les résultats en ajoutant une chimiothérapie avant cette radiochimio concomitante, donc une chimiothérapie d'induction, ou bien si on complète encore le traitement par d'autres cures de chimiothérapie après la fin de la radiochimiothérapie. La chimiothérapie d'induction, donc une chimiothérapie induction, donc ou réaliser une radiochimiothérapie tardive a l'avantage principal de réduire le volume tumoral avant la radiochimiothérapie et par conséquent diminuer le risque de toxicité radique si le volume tumoral est important. En plus, ça laisse le temps pour organiser la radiothérapie. Cependant, il a comme principal inconvénient, c'est le retard et la perte de l'effet synergique des deux thérapeutiques. Et en plus, un certain nombre de patients qui arrivent fragilisés par cette chimiothérapie pour pouvoir compléter la radiochimiothérapie concomitante. Quant au schéma avec une chimiothérapie de consolidation, c'est-à-dire réaliser la radiochimio précoce, donc on gagne et on a l'avantage de pouvoir réaliser et gagner cet effet synergique des deux thérapeutiques
Cependant, on est heurté parfois par le volume tumoral important et aussi, surtout, par la difficulté de mettre en route une radiothérapie. Donc, sur ce tableau, j'ai résumé 3 essais qui ont comparé une radiochimiothérapie concomitante exclusive à un mode par une chimiothérapie d'induction ou bien une chimiothérapie de consolidation. Donc, le premier essai, c'est l'essai CalGB où il y avait une induction, puis une radiochimiothérapie concomitante versus une radiochimiothérapie exclusive. Cet essai a été réalisé avec carbotaxol, n'a pas mis en évidence de différence entre le bras qui a eu une chimioradiothérapie exclusive et le bras qui a eu une induction par carbotaxol. Donc, pas de différence, ni en termes de médiane de vie, ni de survie à 2 ans. Le deuxième essai est un essai nord-américain qui a comparé la radiochimiothérapie concomitante exclusive à une chimiothérapie de consolidation après radiochimiothérapie. Donc, ils ont utilisé le protocole étoposide 6-platine en association avec la radiothérapie, puis la consolidation a été faite par le docetaxel. Donc, comme vous le remarquez ici, parmi les malades, il n'y a eu que, pratiquement les 3/4 des malades qui ont été randomisés parmi la totalité des patients, ont été randomisés pour recevoir le concomitant. Et en plus, parmi ces malades-là, uniquement 80% ont pu terminer les 3 cures de consolidation. Donc, tellement ils arrivaient fragilisés pour la chimiothérapie. Le troisième essai est un essai coréen qui lui aussi a comparé la consolidation à la radiochimiothérapie et aussi il y avait uniquement 40% ont pu arriver à terminer les 3 cures du concomitant. Donc, en fin de compte, il n'y avait pas de différence entre ces 3 essais et les auteurs concluent à l'absence de bénéfice d'une induction ou d'une consolidation par rapport à une radiochimio concomitante exclusive. Donc, quelle modalité de radiothérapie? Je ne vais pas entrer beaucoup dans le détail, mais des règles à respecter, c'est que la radiothérapie doit être conformationnelle tridimensionnelle, administrant 60 à 66 gray en une fraction par jour. Donc, l'apport de la TDM PET-TDM pour définir le volume à irradier. Il ne faut pas irradier le médiastin de façon prophylactique, mais uniquement les aires ganglionnaires atteintes et apport de la radiothérapie conformationnelle en modulation d'intensité, surtout pour les tumeurs à proximité de la moelle, du cœur ou de l'œsophage. Donc, pour améliorer les résultats, les auteurs ont essayé d'utiliser les thérapies ciblées, à travers l'association d'une thérapeutique ciblée et de la radiochimiothérapie. Donc, ils ont utilisé thalidomide ou bevacizumab, mais aucune différence. Au contraire, ils étaient contre-indiqués puisqu'il y avait une augmentation du risque de fistule osotrachéale par l'adjonction des anti-angiogéniques. Utiliser un inhibiteur des récepteurs de l'EGF avec la radiochimiothérapie, en se basant sur un rationnel qu'il y a une surexpression du récepteur qui était corrélée à une résistance à la radiothérapie et qu'il existe une synergie d'action entre les inhibiteurs des récepteurs et la radiothérapie, et ceci a été démontré dans les cancers oraux où l'adjonction du cetuximab à la radiothérapie a nettement amélioré la survie. Cependant, ce donné ou cette amélioration de la survie n'a pas été retrouvée en ajoutant cetuximab à la radiochimiothérapie dans les cancers du poumon. Donc, pas de place pour
ces thérapies ciblées. Donc, est-ce que la maintenance par gefitinib après radiochimiothérapie améliore le pronostic? Donc, c'était le sujet de l'essai SWOG qui n'a pas trouvé de bénéfice d'une maintenance par gefitinib après radiochimiothérapie. Donc, c'est la courbe en bleu par rapport au placebo. Donc, pour les tumeurs avec addiction oncogénique, l'osimertinib a été essayé en consolidation dans cet essai de phase 3, l'essai LAURA, et qui a trouvé que les patients qui ont eu de l'osimertinib en consolidation, il y avait une amélioration très nette de la médiane de survie sans progression, passant de 5,6 mois à 39,1%. Donc, on n'a pas encore les données sur la survie globale. Donc, mais c'est une alternative intéressante à mettre en place. Donc, la consolidation améliore la survie sans progression. Donc, l'immunothérapie, les inhibiteurs de point de contrôle immunologique, ils ont révolutionné le pronostic des stades 4, mais qu'en est-il pour les stades 3? Donc, en fait, les auteurs ont suggéré qu'il existe des mécanismes immunologiques induits par la radiothérapie sur les cellules tumorales avec une hyperexpression ou surexpression des antigènes majeurs d'histocompatibilité, donc un relagage d'antigènes tumoraux par les cellules tumorales dans l'environnement, donc le recrutement des cellules dendritiques présentant l'antigène, une modulation de l'expression des ligands PDL1 et une augmentation de la vascularisation des cellules tumorales. Et cet essai pacifique, qui est un essai de phase 3, a randomisé, après avoir fait une radiochimio concomitante dans le 1 à 42 jours succédant la fin de ce traitement, 2 bras entre un placebo ou bien une immunothérapie par un anti-PDL1 qui est le durvalumab, traitement poursuivi pendant une année avec comme objectif primaire la survie sans progression et la survie globale. Donc, après une mise à jour à 5 ans de la fin de l'essai, qui était fortement positif, et le bras qui a eu, donc le durvalumab, il y a eu une amélioration de la survie sans progression qui passe de 5,6 mois à 16,9 mois, et cet effet persiste encore à 5 ans avec donc le 1/3 des patients qui gardent encore ce bénéfice. Et ce bénéfice est dû essentiellement à un contrôle de la maladie locorégionale, mais aussi métastatique, notamment au niveau cérébral. Les données de la survie globale à 5 ans montrent aussi un bénéfice, donc avec 29 mois pour le placebo contre 47,5 mois, donc c'est la courbe en bleu, donc 47,5 mois pour les patients ayant reçu le durvalumab et pratiquement 43% des patients sont encore en vie à 5 ans. L'amplitude de ce bénéfice a été corrélée à l'expression de PDL1, puisque ce sont surtout les malades avec PDL1 supérieur ou égal à 1% qui bénéficient de la maintenance par durvalumab. Donc, cet essai pacifique constitue un nouveau standard thérapeutique pour les malades non résécables de stade 3, donc durvalumab qui doit être poursuivi pendant une année pour les patients présentant des tumeurs avec PDL1 dont au moins 1%. Donc, l'analyse de ce groupe de cet essai durvalumab
pour les patients avec mutation de l'EGFR n'a pas mis en évidence de gains ou de bénéfices pour ces patients-là pour recevoir une immunothérapie. Donc, en pratique, en 2025, devant un CNPC de stade 3 non résicable, donc on peut soit faire une radiochimiothérapie concomitante ou débuter donc à la limite par une cure de chimio le temps d'organiser la radiothérapie. Une fois radiochimiothérapie est terminée, on fait une maintenance pendant une année par durvalumab. Pour les malades en état général limite ou bien pour les grosses tumeurs, on proposera un traitement concomitant, donc chimiothérapie, de cure, puis radiochimiothérapie, puis la maintenance. Donc pour les tumeurs pour les patients en mauvais état général, c'est le mode séquentiel pour lequel on ne sait pas si durvalumab est indiqué ou non, étant donné que l'essai pacifique s'est intéressé uniquement aux malades qui ont fait une radiochimio concomitante. Donc, il y a eu beaucoup d'études pour optimiser l'apport de l'immunothérapie de consolidation en ajoutant d'autres molécules qui agissent par d'autres mécanismes, comme l'essai Pacifique 9 ou 8. Donc, peut-on faire une immunothérapie concomitante associée en même temps avec la radiochimiothérapie et puis une maintenance par immunothérapie? Les 3 essais de faisabilité de phase 2 étaient positifs, mais l'essai de phase 3 Pacifique 2 est négatif et on attend donc les résultats d'autres essais qui sont en cours. Donc, pour l'induction par immunothérapie seule ou associée à la chimiothérapie, on ne sait pas encore donc les résultats des essais qui sont en cours et qui testent l'atezolizumab ou bien le pembrolizumab, et on attend donc avec impatience les résultats de ces essais-là. Donc, pour terminer, je dirais que la radiochimio concomitante reste le traitement de référence pour les patients en bon état général et âgés de moins de 70-75 ans. Que la radiochimiothérapie séquentielle garde encore sa place pour les patients plus fragilisés et sujets âgés ou bien pour les grosses tumeurs, et que la radiothérapie doit être réalisée en tridimensionnel. Donc, il ne faut pas irradier de façon prophylactique le médiastin, et que le traitement de consolidation, donc préconisé de façon systématique actuellement pour les 3 non résicables qui ne progressent pas après radiochimio concomitante, et durvalumab, qui est le nouveau standard thérapeutique. Cependant, il persiste donc d'autres challenges. Quelle serait la durée optimale du traitement? Donc, on le saura avec les résultats des essais en cours. Quelle stratégie thérapeutique à progression, donc après cette maintenance par durvalumab? Quelle serait la meilleure approche stratégique? Est-ce que faire une immunothérapie en induction ou bien en concomitant ou de consolidation? L'approche optimale pour les tumeurs PD-L1, donc qui ne répondent pas à cette immunothérapie en consolidation. Est-ce que les patients âgés et fragiles pourront donc bénéficier de ce traitement? Et je pense que l'intégration précoce des thérapies ciblées dans la prise en charge des 3 non résicables avec addiction oncogénique donc doit se faire le plus tôt possible. Et je vous remercie.